Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui cherche à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est en gros, c'est la création du paradis. On pourrait dire, voilà, symboliquement, ça correspond à ça. Le paradis tel que n'importe qui peut se l'imaginer, que ce soit un religieux comme un athée en réalité, un occidental comme un africain, comme un asiatique, comme un, voilà, on a tous une vision de ce qui pourrait être paradisiaque, même si ça prend d'autres termes dans d'autres cultures. Mais voilà, le paradis, c'est la paix universelle, c'est l'amour du prochain, la fin du travail comme bagne, la fin de voilà le fait de ne plus d'être en harmonie avec la planète, avec les autres éléments, avec les autres espèces, avec voilà vivre sans peur, avec voilà dans un monde d'insouciance et de joie. Un petit peu comme en parle, je pense, Spinoza, comme on parle, et puis comme en parlent les religions, en somme, hein, quand elles parlent du paradis, c'est sous cette forme-là. Et donc, inévitablement, on va vers ce paradis. On construit ce paradis sans le savoir, on ignore ce qu'on fait. D'ailleurs, en ce moment, on l'ignore plus qu'au XIXe siècle, où les philosophes, les penseurs, et se poser la question du sens de l'humanité, du sens de l'évolution, etc., du progrès. Et puis là, depuis les 40 dernières années au moins, et puis même avant, hein, je pense, depuis la fin de la guerre, il y a une sorte d'insouciance, mais c'est pas une insouciance agréable, parce que au moins là, depuis les 40 ans où le néolibéralisme a pris le pouvoir, l'insouciance, elle est extrêmement oppressive. C'est le marché qui nous pousse qui nous fait avancer tête baissée, sans réfléchir, consommer, se stresser, travailler comme des fous, avoir plein d'envie, d'ambition, de trucs qui sont stimulés de part et d'autre, et puis devoir se reposer, devoir se vider la tête avec des choses complètement idiotes. Donc, en fait, c'est un monde de robots, quoi, hein, qu'ils ont réussi à mettre en place intuitivement. Hein, c'est pas, il n'y a pas de malversation. Mais le marché, c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à faire ça. Et il a fait sans penser à mal, en fait, en avançant comme ça, voilà, comme, comme un gars qui tient un casino, il voit qu'il amuse les gens, qu'il détend les gens. Il peut pas voir qu'il y a des gens qui perdent leur vie là-dedans, qui sont... Voilà, bref, il ne voit pas le côté négatif. Alors, pour avancer dans cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des bouquins que je trouve. Et là, ben, c'est celui-ci qui est en ce moment dans mes pensées, les pensées de Pascal. Alors, je lis, je découvre en même temps, c'est la 6e vidéo. Et c'est le 2e chapitre, les 2 infinis. Alors, je commence à lire et puis je commente, je digresse, je m'amuse avec. Le fragment 1999-72 dit « Les 2 infinis » est l'un des plus longs de l'apologie, l'un des plus célèbres aussi. Pascal y évoque l'univers nouveau qu'ont découvert aux savants télescopes et microscopes. On avait cru l'univers stellaire incorruptible. C'était Aristote. On avait découvert récemment des taches sur le Soleil qui allaient contredire cela. En 1633, Galilée avait eu des difficultés avec Rome parce qu'il soutenait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, il y avait plein de nouveautés, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédentes à ce niveau-là. Et
la conscience humaine, elle évolue aussi avec les découvertes. Les découvertes influencent les philosophes, influencent les théologiens, influencent, etc. Et ça fait évoluer la pensée. Donc je commence à lire. Disproportion, ça c'est ce qu'écrit Pascal. Disproportion de l'homme. Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que ces astres qui roulent dans le firmament embrassent. Donc là, les découvertes avaient complètement mis en PLS, on dirait maintenant, avaient complètement mis en éveil sa vision du monde, sa vision de la planète vue par-dessus, en somme. Et ça avait amené en même temps la petitesse de cette Terre dans l'univers, le fait que que la Terre tourne autour du Soleil, et donc c'est une force qui n'est plus, on n'est plus géocentrique, on n'est plus le centre de l'univers, au moins sous cette forme-là. Je pense qu'on l'est, le centre de l'univers pour ma part, mais on l'est d'une autre manière, c'est la conscience qui fait le centre de l'univers. Tant qu'on pense qu'il n'y a que sur cette planète, que cette conscience est là, qu'il n'y a que sur cette planète où l'amour tel qu'on le vit, tel qu'on le développe, tel qu'on le fait évoluer, est là. Peut-être que si on découvre qu'il y a d'autres centres, ben, ça sera autre chose. Mais tant qu'on n'a pas de preuve qu'il existe d'autres formes de vie, ben, cette vision géocentrique me paraît intéressante. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. Tout le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler notre conception au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Le caractère sensible de la... Voilà, qu'on puisse se perdre dans cette pensée, c'est très important parce qu'en fait, ça nous oblige à toutes ces souffrances existentielles, cette vision où on se sent microscopique dans cet univers perdu, infime, où notre vie n'a plus de valeur quand on étend les milliards d'années d'existence, etc., etc. Tout ça, c'est très, très important justement pour conduire l'humanité à sa perfection. Il n'y a pas de hasard, il n'y a rien qui est de trop dans cette humanité. Ça en fait partie, c'est pas en trop, il n'y a rien qui est en trop. Sur la mécanique universelle, je trouve la place du virus. Quelle est l'importance du virus dans l'évolution de l'humanité? Et ben voilà, donc tout a une place et tout a un sens. Et donc là, cette vision qui nous oblige d'une part à lutter contre ce qu'on ne connaît pas, donc à essayer de découvrir, donc à résoudre les problèmes de l'inconnu, de tout ce qu'on ne connaît pas. C'est les scientifiques qui s'y collent, d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous. Donc ça, c'est pour enlever la souffrance du fait d'avoir des questions insolubles encore. Donc il faut répondre à toutes les questions existentielles pour pouvoir être en paix. Tant qu'on aura ces questions, tant qu'on ne saura pas ce qu'on fiche sur cette planète, tant qu'on n'aura pas compris d'où nous venons, tant qu'on n'aura pas compris ce que c'est
qu'est-ce qui a mis cet univers en œuvre, qu'est-ce que c'est que la matière, etc., on aura un souci à vivre. Donc, il faut aussi résoudre ça. C'est pas le seul travail, c'est pas le seul des travaux herculéens qu'on a à résoudre, on en a d'autres, mais celui-ci en fait partie. La maîtrise progressive du questionnement. Voilà. Et il y a 3 grandes maîtrises pour moi: la maîtrise progressive du comportement, de l'environnement. Donc ça, on est en train de travailler sur ces 2 pôles. Le comportement, tout travaille pour maîtriser ce comportement. Les caméras de surveillance, comme je sais pas, enfin bref, tout est fait, l'éducation, la morale, voilà, tout est fait pour qu'on maîtrise ça. La maîtrise de l'environnement, c'est pareil, là on est rentré de plein pied dans une recherche pour aller vers l'écologie 100%, le 100% écologique. On y parviendra. Dans 1, 2, 3 siècles, c'est fini la pollution. On aura dépassé ça, on tirera l'énergie du soleil, du vent, de je ne sais pas quoi, mais on aura trouvé sans doute des choses entre-temps, mais on n'aura plus aucun impact sur la planète. Maintenant, on le sait, c'est tout nouveau qu'on a pris conscience de cet impact-là. En fait, tout montre que on est dans une métamorphose, un changement brutal d'évolution. L'évolution, elle a été cohérente jusqu'à maintenant. On ne savait pas qu'on avait au 19e siècle, ils ne se posaient pas la question s'ils avaient de l'impact sur le climat ou quoi que ce soit, avec en brûlant du charbon en pagaille, des bois, des trucs. Mais c'était comme ça, voilà. Maintenant, on est rentré dans l'ère de la conscience. Donc, c'est autre chose. Alors, enfin, c'est le plus grand caractère de la toute-puissance, voilà. Que l'homme étant revenu à soi considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, ils apprennent à estimer la terre, les royaumes, les villes, les maisons et soi-même sont juste pris. Eh bien oui, c'est ça, c'est justement, c'est là où c'est un génie, Pascal. Parce qu'il comprend qu'en fait, le fait de se retrouver dans le petit cachot où on est logé, cette petite terre où on n'est rien dans l'univers, ça enlève de notre ego, ça enlève de notre truc et ça nous oblige à travailler sur ce monde, sur notre vie, sur l'humanité, sur cette terre. Et ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini, dit-il. Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus délicates qu'un ciron, je ne sais pas ce que c'est, lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparables, plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes, que divisant encore ces petites dernières choses, il épuise ses forces et ses conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours. Il pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature. C'est magnifique, c'est grandiose. Il voit à quel point là il analyse que la beauté d'un être humain est là, et où on va en profondeur dans la recherche, dans ce que nous sommes exactement. Et on voit, ça nous amène à l'humilité. L'humilité vis-à-vis de l'humilité, c'est une des bases de l'évolution de l'humanité. Parce que le narcissisme, l'égocentrisme, la démesure, tout ça, c'est humain. C'est là, c'est notre énergie vitale qui nous pousse à tout ça. Et elle serait capable de faire n'importe quoi. Heureusement, il y a l'humilité qui nous tombe dessus. Quand on a le moindre souci de santé, on voit vite qu'on va à l'humilité très vite. Et on arrête de se sentir la puissance de la puissance.
Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la nature dans l'enceinte de ce raccourci d'atomes, qu'il y voit une infinité d'univers dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible dans cette terre des animaux, et enfin des sirons dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné, et trouvant encore dans les autres la même chose sans fin et sans repos, qu'il se perdra dans ces merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse que les nôtres par leur étendue, car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers imperceptible lui-même, dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout à l'égard du néant où l'on ne peut arriver. Très compliqué pour moi de lire tout ça. Mais en tout cas, voilà, il est devant ce que découvre la science de l'infiniment petit, qui le ramène au vertige, et l'infiniment grand, qui ramène au vertige. Qui se considérera de la sorte s'effraiera de soi-même, et se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ces merveilles, et je crois que sa curiosité, se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Voilà. En fait, là, il fait un éloge de la science. Il dit que la science va nous amener à de l'humilité et donc à la contemplation. Et il a absolument raison, et c'est ce vers quoi nous allons. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant. Un tout à l'égard du néant. C'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est que on a vite fait de prendre un néant à l'égard de l'infini. L'athée, il va prendre cette position. On n'est rien, donc voilà, il n'y a pas de sens, etc., etc. Mais on est un tout à l'égard du néant aussi. Parce qu'on a une conscience, on a complètement autre chose par rapport à ce néant, justement. Un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. Et on les comprendra, les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. Mais il dit invinciblement caché et un secret impénétrable, mais il dit pas qu'on ne pourra jamais découvrir. On découvrira. Un jour, ça sera vaincu. Ça sera mis en lumière. Le secret sera pénétré. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être, je vois ici un insecte qui se développe dans la farine et qui passait au XVIIe siècle pour le plus petit animal visible. Ah, c'est ça, ces machins-là. Où est-ce qu'il est? Tant pis. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à prendre conscience de notre sens, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires. Tout ça augmente la visibilité du site. L'abonnement, c'est gratuit, tout ça, hein, bien sûr. Et vous pouvez envoyer le lien à vos amis et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.